Imaginez découvrir que l'une des intrigues les plus mémorables de Stranger Things n'était pas seulement le fruit de l'imagination des créateurs, mais était basée sur des événements réels qui ont secoué une petite ville américaine dans les années 1990. La persécution d'Eddie Munson pour avoir prétendument pratiqué des rituels sataniques à travers le jeu de rôle Donjons et Dragons a des racines profondes dans une affaire criminelle qui a divisé l'opinion et généré la controverse à ce jour. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu sur les vrais crimes et mystères qui ont marqué l'histoire. Le 5 mai 1993, 3 garçons de 8 ans, Christopher Byers, Michael Moore et Steve Branch, décidèrent d'aller faire une balade à vélo après l'école à West Memphis, en Arkansas. C'était un mercredi après-midi ordinaire dans une petite ville conservatrice où tout le monde se connaissait et où la criminalité était quasi inexistante. Les garçons, inséparables amis, s'étaient retrouvés peu après la fin des cours, avaient pris leur vélo et étaient partis ensemble pour une nouvelle aventure dans le quartier. West Memphis était exactement le genre d'endroit où les parents ne s'inquiétaient pas outre mesure de la sécurité de leurs enfants. Avec une population d'environ 28 000 habitants, la communauté était composée de personnes profondément religieuses et traditionnelles qui vivaient dans une atmosphère de tranquillité presque bucolique. Les enfants étaient libres de jouer dans les rues, d'explorer la nature et de ne rentrer chez eux qu'à la nuit tombée. Cet après-midi-là, les 3 amis furent aperçus pour la dernière fois à 18h30, roulant à vélo vers leur destination finale. Plusieurs habitants les aperçurent en chemin, leur saluant et discutant brièvement, loin de se douter que ce serait leur dernier moment de bonheur. Lorsque l'heure du dîner arriva et que les enfants n'étaient pas rentrés, l'inquiétude commença à gagner les familles. L'endroit où les garçons jouaient souvent comprenait une vaste zone forestière appelée Robin Hood Hills, un lieu prisé des enfants pour la randonnée, le vélo et les jeux en plein air. La forêt était dense mais familière, avec des sentiers bien définis que les enfants connaissaient par cœur. Un petit ruisseau sinueux traversait la zone, créant des piscines naturelles où les garçons pêchaient parfois ou jouaient simplement dans l'eau pendant les chaudes journées d'été. L'endroit dégageait une atmosphère magique pour les enfants du quartier. De grands arbres formaient une voûte naturelle, projetant des ombres dansantes sur le sol de la forêt. Il y avait des clairières où ils construisaient des forts de fortune, avec des branches et des feuilles, et de gros rochers servaient de lieu de rencontre secret. Pour les parents, Robin Hood Hills représentait un environnement naturel et sûr, où leurs enfants pouvaient laisser libre cours à leur imagination et se dépenser loin de l'agitation des rues. Personne n'imaginait que ce cadre bucolique deviendrait le théâtre d'une tragédie qui marquerait à jamais l'histoire de la ville. Au fil des heures, cette nuit de mai, l'anxiété des familles a augmenté de façon exponentielle. Les parents ont commencé à s'appeler pour vérifier si quelqu'un avait vu les garçons. Des groupes de voisins se sont formés spontanément, parcourant les rues en criant le nom des enfants. Des lampes de poche ont été distribuées et une recherche informelle a été lancée dans toute la communauté. Lorsqu'il est devenu évident que les 3 garçons ne jouaient pas simplement dans un jardin ou qu'ils avaient perdu la notion du temps, leurs familles ont officiellement contacté les autorités. La disparition a été signalée à la police locale, qui a d'abord traité le cas comme celui d'un enfant perdu, un phénomène qui arrive parfois lorsque des garçons s'éloignent trop de chez eux ou se laissent distraire par l'exploration de nouveaux territoires. Les recherches officielles ont débuté le lendemain matin, réunissant des dizaines de personnes, dont des habitants, des policiers locaux et des pompiers. L'opération a été organisée de manière systématique, avec des équipes affectées à différents secteurs de la ville et des alentours. La forêt de Robin Hood Hills a fait l'objet d'une attention particulière, car c'était le lieu d'aventure préféré des garçons. C'est au cours de ces recherches intensives que la tragédie a finalement éclaté. En fouillant la forêt près du ruisseau, les enquêteurs ont repéré une basket d'enfants flottant dans l'eau troublée. L'objet semblait déplacé dans le milieu naturel, suscitant immédiatement l'inquiétude des chercheurs. L'un des agents les plus expérimentés, conscient de l'importance potentielle de la découverte, est entré dans le rivière et s'est dirigé vers la basket. En s'approchant de l'objet, l'agent remarqua d'autres objets éparpillés dans l'eau et sur les berges boueuses. Des vêtements d'enfant, une autre basket. Puis, la découverte qu'allait tout changer. Le corps d'un des enfants partiellement submergé dans les eaux peu profondes près du rivage. Le garçon était manifestement mort et la scène passa immédiatement d'une opération de recherche et sauvetage à une investigation criminelle. Les 2 autres garçons ont été retrouvés à proximité, tous concentrés dans la zone de drainage du ruisseau où l'eau s'écoulait plus lentement. Leurs corps étaient disposés de telle manière qu'ils avaient été délibérément déposés là et non pas simplement emportés par le courant. La scène de crime était plus troublante que tout ce que les enquêteurs locaux avaient pu observer auparavant. Les corps étaient entièrement nus et portaient tous des traces évidentes de violence extrême. Les 3 victimes ont été retrouvées les poignets et les chevilles étroitement liés par des lacets, non pas de rope ou d'autres matériaux, mais précisément ceux des enfants. Les nœuds étaient serrés et complexes, suggérant que les victimes avaient été complètement immobilisées.
L'aspect le plus choquant et le plus troublant de la scène résidait dans les mutilations génitales subies par les 3 enfants. Christopher Byers avait été le plus gravement mutilé, ses blessures témoignant de l'utilisation d'un objet tranchant. Les blessures étaient trop précises pour être accidentelles, suggérant un acte délibéré et sadique. Outre les mutilations, des preuves indiquaient que les enfants avaient été violemment battus avant leur mort. Une analyse préliminaire de la scène a révélé que 2 des garçons étaient morts par noyade, probablement après avoir été maintenus sous l'eau jusqu'à perdre la connaissance. Christopher Byers, quant à lui, a succombé à ses blessures par des blessures tanchantes avant d'être tué par noyade. Les circonstances suggèrent que les meurtres ont été prolongés et sadiques, et non des exécutions rapides. Des tests à luminol effectués sur les lieux ont révélé d'importantes traces de sang invisibles à l'œil nu. Ces éléments ont confirmé que les meurtres avaient probablement eu lieu à l'endroit même où les corps avaient été découverts. Une analyse détaillée a aussi révélé que plusieurs personnes avaient participé au meurtre, compte tenu des différents motifs de nœuds sur les lacets et de la coordination requise pour maîtriser 3 enfants simultanément. Pour bien comprendre la réaction disproportionnée du public et des autorités, il est essentiel de contextualiser la période historique spécifique à laquelle ces crimes ont été commis. Entre les années 1980 et 1990, les États-Unis ont connu un phénomène social connu sous le nom de panique satanique, une hystérie collective qui a donné lieu à plus de 12 000 accusations infondées liées à des rituels sataniques et à des abus sexuels sur mineurs à travers le pays. Ce mouvement n'est pas né de nulle part. Il a été soigneusement construit et alimenté par une combinaison de facteurs sociaux, religieux et médiatiques. La panique a commencé au début des années 1980, avec la publication d'ouvrages sensationnalistes comme « Michel se souvient », qui prétendaient documenter des souvenirs retrouvés d'abus rituels sataniques. Bien qu'il ait été ultérieurement prouvé qu'il s'agissait d'une fiction, le livre a d'abord été accepté comme un fait avéré par de nombreux thérapeutes et chercheurs. Le phénomène a été amplifié de manière exponentielle par des émissions de télévision comme Geraldo Rivera et Oprah Winfrey, qui ont diffusé des centaines d'épisodes sur des prétendues conspirations sataniques à l'œuvre dans des garderies, des écoles et des communautés à travers le pays. Les organisations chrétiennes fondamentalistes ont joué un rôle crucial dans la propagation de la panique satanique, en produisant des supports pédagogiques mettant en garde contre l'infiltration satanique de la société américaine. La panique satanique était étroitement liée à des cas d'abus sexuels sur mineurs, les enquêteurs interprétant souvent toute allégation d'abus comme la preuve d'un complot satanique plus vaste. Cette couverture médiatique a créé un cercle vicieux où le simple fait de rapporter sur le satanisme semblait en valider l'existence. West Memphis, avec sa population majoritairement chrétienne et conservatrice, était précisément le type de communauté la plus exposée à la panique satanique. Le jeu Donjons et Dragons est devenu un symbole particulièrement puissant de la panique satanique. Commercialisé en 1980, ce jeu de rôle a connu une popularité explosive auprès des adolescents et des jeunes adultes. Il consistait à créer des personnages fictifs et à se lancer dans des aventures imaginaires, dans des mondes fantastiques, en utilisant des dés et des livres de règles pour déterminer l'issue des actions. Pour de nombreux joueurs, D&D représentait une forme de divertissement créatif et social, une occasion d'exercer son imagination, de résoudre des problèmes en collaboration et d'échapper temporairement aux pressions de la vie réelle. Cependant, des organisations chrétiennes conservatrices identifiaient D&D comme une menace spirituelle majeure. Elles soutenaient que le jeu exposait les jeunes influençables à des concepts occultes comme la magie, les démons et les rituels, les conduisant potentiellement au satanisme réel. Des groupes comme BAD, fondés par Patricia Pulling après le suicide de son fils, qu'elle attribue à tort au jeu, ont lancé des campagnes nationales contre D&D. Ces organisations ont produit une abondante documentation détaillant les prétendus dangers du jeu, affirmant que D&D enseignait de véritables sorts, encourageait la violence et conditionnait progressivement les joueurs à accepter des valeurs antichrétiennes. La controverse fut alimentée par des cas très médiatisés de joueurs se suicidant ou commettant des crimes violents. Bien que des études statistiques aient ultérieurement démontré que les joueurs de D&D ne présentaient pas des taux de comportement problématiques plus élevés que la population générale, ces cas individuels furent utilisés comme preuve des dangers du jeu. Des églises organisèrent des autodafés de livres de D&D et de nombreuses écoles interdirent le jeu sur leur territoire. C'est précisément le récit utilisé par Jason Carver dans Stranger Things pour traquer Eddie Munson. Dans la série, Jason affirme qu'Eddie était tellement immergé dans l'univers de D&D qu'il a perdu la capacité de distinguer la fantaisie de la réalité, décidant finalement de transformer les éléments du jeu en actions réelles par le biais d'un meurtre rituel.
Immédiatement après la découverte des corps, sans enquête approfondie ni analyse médico-légale approfondie, les enquêteurs ont publiquement déclaré que les meurtres étaient liés à des rituels sataniques. Cette conclusion hâtée ne reposait pas sur des preuves concrètes trouvées sur la scène du crime, mais sur des vagues rumeurs circulant déjà en ville concernant des prétendues pratiques occultes dans la forêt de Robin Hood Hills. La théorie du rituel satanique a rapidement gagné du terrain parmi les enquêteurs, pour plusieurs raisons superficielles. La nature brutale des crimes, le fait qu'ils se soient produits dans une zone isolée des bois, et surtout la date. Certains ont affirmé que le 5 mai avait une signification occulte, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Dans ce contexte d'hystérie collective, quelqu'un mentionna aux autorités le nom de Damien Echols, un jeune homme de 18 ans qui correspondait parfaitement au profil du suspect construit par la panique satanique. Damien était principalement vêtu de noir, écoutait du heavy metal, manifestait un intérêt pour l'occultisme et possédait une apparence d'oc qui l'éloignait des normes conservatrices de la communauté. Pour la police, il représentait le suspect idéal. Plusieurs circonstances ont contribué à faire de Damien la targue principale de l'enquête. Il présentait de nombreux antécédents de troubles mentaux, avec des diagnostics incluant des tendances suicidaires et homicides, ainsi qu'une possible sociopathie. Ses parents avaient exprimé des inquiétudes quant à son intérêt pour l'occultisme et la religion wiccan. Damien lisait également fréquemment des affaires criminelles, ce qui était interprété comme une preuve de comportement suspect. Lors de son interrogatoire, Damien a affirmé avoir parlé à des amis au téléphone la nuit des meurtres, mais cet alibi s'est avéré fragile lorsque certaines des filles ont nié lui avoir parlé. Interrogé sur les sentiments du tueur, Damien a répondu qu'il se sentait probablement puissant et avait attiré les enfants dans les bois, abusant de leur naïveté. Bien que ces observations fussent logiques pour quiconque connaît des affaires criminelles, ces propos ont été interprétés comme une preuve de culpabilité. Les deux autres condamnés étaient Jason Miskelly Jr. et Jason Baldin. L'implication de Jesse a été révélée par le témoignage d'une femme appelée Vicky Hutchinson, qui affirmait avoir un fils de 8 ans témoin d'une activité étrange près de l'école. L'enfant aurait vu un homme proposer de le conduire à l'un des garçons qui aurait refusé. Vicky a également affirmé avoir participé au 19 mai à un rituel de sorcellerie dans les bois avec Damien et Jesse, un événement qui aurait tourné à l'orgie. Jesse Miskelly Jr. était connu pour être atteint d'une déficience intellectuelle avec un QI de 72. Au cours d'un interrogatoire de 12 heures, il a été soumis à des techniques de manipulation psychologique qui l'ont amené à avouer implication dans le crime. La police lui a posé des questions suggestives, fournissant les réponses qu'elle souhaitait entendre. Jesse était épuisé et désorienté, ne répondant que ce qu'il, selon lui, était en son intérêt pour se sortir d'affaire. Étonnamment, seule 1 heure des 12 heures d'interrogatoire a été officiellement enregistrée. Dans ses aveux, Jesse a affirmé avoir vu Damien agresser violemment l'une des enfants avant de l'agresser sexuellement. Selon son récit, Jason Baldin aurait fait de même avec une autre victime, tandis que le 3e enfant aurait tenté de s'échapper, mais aurait été capturé. Les aveux comportaient des incohérences flagrantes. Jesse avait initialement affirmé que les crimes auraient lieu à midi, contredisant ainsi les faits établis. Il avait également faussement affirmé que les enfants avaient été agressés sexuellement et attachés avec des cordes, tandis qu'en réalité, des lacets avaient été utilisés. Jesse avait échoué au test polygraphe, mais disposait d'un alibi solide. Il assistait à un match de boxe dans une autre ville, le soir des meurtres, plusieurs témoins ayant confirmé sa présence. Le procès fut marqué par des irrégularités et des fautes professionnelles. L'accusation présenta comme preuve des livres de Stephen King trouvés au domicile de Damien et des cassettes de Metallica, comme si cela indiquait une implication dans le crime. Des camarades de classe affirmèrent avoir entendu Jason Baldwin avouer le crime, mais leurs témoignages furent tout aussi fragiles. Le juge empêchait la défense de présenter d'autres suspects, dont un adolescent qui avait quitté la ville peu après les faits. Plusieurs témoins ont par la suite avoué avoir menti au cours du procès, dont un homme dont le témoignage a été crucial pour la condamnation. Aucune preuve matérielle ne reliait les 3 accusés au crime, ni ne prouvait le caractère satanique des meurtres. Une découverte intéressante a été faite au cours de l'enquête. La région comptait une importante population de tortues vivant près du ruisseau. Ces tortues ont l'habitude de mordre la chair lorsqu'elles se sentent menacées ou rencontrent des matières organiques. Des analyses ultérieures ont révélé que de nombreuses blessures trouvées sur les corps des enfants correspondaient à des morsures de tortues, suggérant que certaines lésions étaient survenues post-mortem. Un autre élément de preuve douteux était un couteau retrouvé dans un étang derrière la maison de Jason Baldwin. Son origine n'a jamais été déterminée, ce qui a fait soupçonner une possible dissimulation de preuves. Jesse a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Jason également, et Damien a été condamné à mort. Si 3 jeunes hommes innocents ont été jugés et condamnés,
D'autres suspects n'ont jamais fait l'objet d'une enquête sérieuse. Un homme connu sous le nom de Mr. Bojangles a été retrouvé dans un restaurant la nuit des meurtres, couvert de boue et de sang, mais n'a jamais été interrogé. Des théories ont également circulé au sujet du tueur en série Henry Lee Lucas, bien qu'il ait toujours cherché à attirer l'attention sur ses crimes. John Mark Boyers, le père de l'une des victimes, est devenu suspect lorsque sa femme est décédée mystérieusement des années plus tard. Plus suspect encore était le fait qu'il ait remplacé toute son arcade dentaire peu après les crimes, probablement pour éviter toute comparaison avec les marques de morsures retrouvées sur les corps. Le suspect le plus convaincant était cependant Terry Hobbs, le beau-père de Steve Branch. Terry avait un long passé de violence conjugale et d'abus. Lors des interrogatoires, si la mère de Steve manifestait une émotion sincère, Terry semblait mal à l'aise et tendu. Selon certaines sources, Steve avait peur de son beau-père, et la fille de Terry a plus tard affirmé avoir été agressée sexuellement par lui dans son enfance. Une voisine a signalé un incident étrange. Terry s'est introduit chez elle alors qu'elle prenait sa douche et a tenté de la toucher de manière inappropriée. Il avait agressé sa femme et d'autres membres de la famille, démontrant ainsi un comportement violent. Plus important encore, Terry était la dernière personne à avoir vu les enfants vivants, mais il n'a jamais été interrogé en bonne et due forme par les enquêteurs. L'affaire a suscité une attention nationale, notamment après la sortie du documentaire Paradise Lost. Plusieurs célébrités se sont impliquées dans l'affaire, dont Johnny Depp, Peter Jackson et Eddie Vedder. Ces artistes sont identifiés aux accusés, reconnaissant qu'ils auraient pu être accusés des mêmes faits en raison de leur apparence ou de leur préférence musicale. Des concerts caritatifs furent organisés pour récolter des fonds pour la défense et une campagne publique réclama justice. De nombreux recours furent déposés et rejetés au fil des ans, notamment en 1997, 1999 et 2004. Fait marquant, Vicky Hutchison, le témoin qui avait affirmé avoir participé à des rituels forestiers, s'est rétractée. Elle a admis avoir menti sous pression policière, affirmant avoir été menacée de poursuites si elle ne coopérait pas. Cette rétractation a gravement porté atteinte à la crédibilité de l'accusation initiale. En 2007, des preuves ADN ont finalement permis de relier Terry Hobbs à la scène du crime. L'analyse des cheveux retrouvés sur les lacets des enfants a révélé une correspondance ADN avec Terry et un de ses amis. Un enquêteur a obtenu ces échantillons de manière inhabituelle, en récupérant un mégot de cigarette jeté par Terry. Grâce à ces nouvelles preuves, les avocats des 3 hommes condamnés ont interjeté appel, affirmant qu'ils pouvaient placer Terry sur la scène du crime alors qu'il n'y avait aucune preuve ADN reliant leur client au meurtre. Le 4 novembre 2011, la Cour suprême a ordonné une audience pour examiner les preuves. Les 3 hommes ont accepté un plaidoyer Alford, un accord juridique complexe, par lequel l'accusé clame son innocence tout en reconnaissant l'existence de preuves suffisantes pour le condamner. Cet accord leur a permis d'être libérés immédiatement, mais a protégé le gouvernement contre toute poursuite pour erreur judiciaire. Le 19 août 2011, après 18 ans de prison, les 3 hommes ont été libérés. Damien passait 10 ans à l'isolement dans le couloir de la mort, souffrant de graves problèmes de santé dus à une négligence médicale. Il a ensuite publié des livres relatant son expérience et accordé de nombreuses interviews. Interrogé sur son éventuelle acceptation de la peine d'Alford, Damien a expliqué qu'il ne voyait tout simplement pas d'autre solution. Ses problèmes de santé s'aggravaient et il craignait de ne pas survivre à de nouvelles années de prison. Il préférait la liberté, même si cela impliquait techniquement d'admettre sa culpabilité. À ce jour, l'affaire reste controversée. Certains remettent encore en question l'innocence totale des 3 hommes, tout en reconnaissant que l'enquête comportait des graves lacunes. En raison de la panique satanique de l'époque, la police s'est concentrée exclusivement sur les accusés, ignorant les suspects plus évidents. Aucune preuve matérielle reliant les 3 hommes au site du crime n'a jamais été trouvée. Terry Hobbs est toujours libre et rien n'indique que des enquêtes complémentaires soient en cours. Damien a exprimé son scepticisme quant à l'identification et la sanction du véritable coupable. Cette affaire illustre parfaitement comment les préjugés sociaux et la panique morale peuvent corrompre le système judiciaire, aboutissant à la condamnation d'innocents, tandis que les vrais coupables restent impunis. L'histoire des 3 de West Memphis nous rappelle avec inquiétude les dangers des préjugés et la recherche précipitée de boucs émissaires. Tandis que 3 jeunes hommes innocents ont passé les plus belles années de leur vie derrière les barreaux, un ou plusieurs tueurs sont restés en liberté, et 3 familles n'ont jamais obtenu la justice qu'elles méritaient pour leurs enfants. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu sur les faits divers et les affaires historiques. Partagez votre avis sur cette affaire et vos suggestions d'autres crimes que vous aimeriez voir traités dans les commentaires. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous présenter des histoires importantes qui méritent d'être racontées et commémorées.